Je suis parti d'abord d'un constat que la situation dans la région des Grands Lacs n'était pas bien couverte. D'ailleurs, elle n'était pas vraiment couverte et le peu de couverture que nous avons eu était très souvent biaisé ou occulté certaines réalités. Donc, étant un natif de la République démocratique du Congo, donc un natif de la région des Grands Lacs, ayant quand même été témoin en fait, de certaines situations qui se sont déroulées dans notre pays, je me suis dit qu'il était quand même important d'aborder la question sous un angle que les médias traditionnels, les médias mainstream qu'on appelle, n'avaient pas abordé. Donc je suis parti de ce constat-là et surtout ayant constaté en fait du Canada où je vis certaines réalités aussi qui étaient occultées et l'implication de ce pays en fait dans la déstabilisation de la région. Je me suis lancé dans la recherche et dans la réécriture en quelque sorte de l'histoire de cette région martyre de l'Afrique centrale. On sait qu'il y a eu une guerre civile au Rwanda qui a culminé à la victoire du Front patriotique rwandais de Paul Kagame. Et cette victoire a occasionné, d'ailleurs l'avancée fulgurante de l'APR pendant la guerre a occasionné un déversement massif des réfugiés Hutus à l'est du Zaïre, notamment dans les régions du nord et du sud Kivu. Donc il y avait des camps de réfugiés dans cette partie du Congo, du Zaïre qui est devenu plus tard la République démocratique du Congo. Et après cela, donc cette situation avait occasionné aussi des vives tensions entre le Rwanda et le Zaïre. Le Rwanda accusant le Zaïre d'héberger des génocidaires. Donc dans la stratégie de Kagame, du FPR, il y avait une politique de globalisation. Donc pointer tous les réfugiés comme étant des génocidaires pour trouver un prétexte pour les poursuivre aux Zaïre, puisque le Rwanda prétextait que sa sécurité était en danger. C'était la sécurité du Rwanda dont il était question, de la ville de Kigali. Mais les autorités zaïroises avaient quand même compris que c'était une stratégie qui occultait en fait une stratégie de fond qui consistait à envers le Zaïre. Et ils ont commencé à tirer la sonnette d'alarme pour tenter de régler la question des réfugiés. Il faut quand même dire qu'à 3 reprises, il y a eu un accord tripartite entre le Zaïre, le HCR et le Rwanda pour régler la question des réfugiés. Et à chaque fois, Kigali avait trouvé un moyen pour court-circuiter ces accords pour que les réfugiés demeurent au Zaïre. Au point que l'archevêque de Bukavu, Monseigneur Mundiri-Irwa, va écrire au président Bill Clinton pour lui demander de faire pression pour que une solution soit trouvée quant à la question des réfugiés. Mais Washington ne reprendra pas. Et après, l'archevêque de Bukavu va encore écrire à Madame Sadako Ogata, qui était quand même chargée de la justice, qui était la patronne du HCR à l'époque. Mais là encore, il ne sera pas écouté. Il y aura, après l'organisation des réfugiés, le RDR, qui va elle aussi tirer la sonnette d'alarme en disant que cette situation risque de provoquer une escalade dans la région des Grands Lacs, qui risque de provoquer l'invasion d'une partie du Zaïre. Mais là encore, cette organisation ne sera pas écoutée. 2 mois plus tard, d'ailleurs, son secrétaire général dira, au moment de l'invasion, que nous vous avions prévenu. Donc, nous avons ça. Et il y a eu aussi Mme Emma Bonigno, à un moment donné, quand elle va se rendre à l'est du Zaïre, elle va dire « J'ai découvert des gens qui n'existaient pas selon les grandes puissances, qui prétextaient juste après que les réfugiés avaient regagné le Rwanda. » Donc nous sommes dans une stratégie de déstabilisation qui a été mûrement planifiée et froidement appliquée. L'archevêque de Bukavu avait une vision très précise de ce qui se passait. Quand on jette un coup d'œil sur ces correspondances, que ce soit celle qui a été envoyée à Bill Clinton ou à Mme Ogata, on remarque très bien que pour l'archevêque, en fait, il se crée en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs, mais en Afrique centrale, un nouveau problème palestinien. Et il le dit clairement, il dit les réfugiés ne peuvent pas rentrer parce qu'il y a un régime de terreur au Rwanda et tout porte à croire qu'il y a certaines puissances, les puissances qui soutiennent le Rwanda, ont intérêt à ce que ces réfugiés demeurent là, pour trouver des prétextes plus tard pour envahir le Zaïre. Donc c'était une lecture qui était très juste, puisqu'on voit aujourd'hui, il s'est créé en fait dans la région des Grands Lacs un véritable problème palestinien.
Et ce problème de réfugiés affecte autant les Rwandais que les Congolais aujourd'hui. On a des Congolais de l'autre côté de la frontière, on a des Rwandais encore en RDC. Donc, on ne sait plus en fait comment démêler ces puzzles et comment régler cette problématique. Je pense que si on avait écouté l'archevêque de Bukavu, on aurait pu au moins atténuer les effets néfastes de toute cette situation-là. En fait, Kigali, comme on l'a dit, prétextait que la présence des réfugiés était un problème pour la sécurité du Rwanda. Et donc, après avoir court-circuité tous les accords conclus avec le HCR et les autorités zaïroises, ils sont passés à l'étape suivante du plan qui était déjà peaufiné pendant très longtemps. Donc, à partir de 1996, il y a eu des tensions très importantes à l'est du Zaïre. Et Kigali a décidé, au prétexte de voler au secours des Tutsis qui étaient au Zaïre, d'envahir en fait ce pays. Et quand le Zaïre a été envahi par les armées étrangères du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi, la France a appelé à la mise en place d'une force multinationale pour sécuriser en fait les réfugiés, puisque la plupart de ces réfugiés étaient des femmes et des enfants. C'était des civils sans défense. Ceux qui étaient les militaires des de l'ex-armée rwandaise ou même les miliciens Hutus étaient assez énergiques pour prendre la poudre d'escampette quand le pays a été envahi. Donc la plupart de ces gens s'étaient déjà volatilisés. Donc ceux qui étaient restés, c'était vraiment des civils sans défense, des réfugiés Hutus. Et donc quand la France appelle à la mise en place de cette force pour sécuriser, pour en tout cas alléger la souffrance de ces réfugiés, les États-Unis s'y opposent d'abord. Puis après, le Canada, après des concertations avec les États-Unis, accepte de prendre la tête de cette force multinationale pour court-circuiter la France. Et le Rwanda profite le lendemain du vote de la résolution française pour déployer la force multinationale. Le Rwanda profite pour bombarder le vaste camp de Mungunga, où il y avait 500 000 réfugiés. Et c'était des bombardements massifs. Et donc une partie des réfugiés a regagné le Rwanda, alors qu'une grande partie s'est enfoncée dans la forêt zaïroise, parce que la plupart des réfugiés avaient peur de regagner le Rwanda, sachant le sort qui leur serait réservé. Et je tiens à rappeler quand même qu'à cette période déjà, il y avait des rapports alarmants des organisations des droits de l'homme qui disaient que la plupart des réfugiés qui avaient regagné le Rwanda étaient massacrés. On a le rapport Gersony qui est sorti quelques mois auparavant, qui disait quand même que dans la seule région des Ruengeri, il y avait près de 40 000 Hutus qui étaient massacrés. Et on sait aujourd'hui que même Gersony avait minimisé son rapport parce que c'était beaucoup plus grave que ça. Donc la plupart des réfugiés vont s'enfoncer dans la jungle zaïroise et ils vont être poursuivis et massacrés. Au vu et sous de tout le monde quand même, hein, parce qu'on sait aujourd'hui que c'était quand même avec l'aide des avions espions américains, et aussi avec l'aide d'un officier canadien, le général Maurice Barrel. Et donc tout cela se passait au mépris du droit international, sans que cela ne puisse offusquer qui que ce soit, malheureusement. En bombardant les camps, Kigali cherchait en fait à court-circuiter la mise en place de la force multinationale. Donc Kigali prétextait que la plupart des réfugiés avaient regagné le Rwanda, alors qu'une grande partie s'est enfoncée dans la forêt zaïroise, puisque les Canadiens et les Américains, répercutant les vues rwandaises, vont dire qu'effectivement, il n'y a plus raison de déployer la force multinationale, puisque les réfugiés ont regagné leur pays, ils ont regagné le Rwanda dans la joie et dans l'allégresse. Mais tout cela était faux, puisque les organisations humanitaires tiraient la sonnette d'alarme en disant qu'il y a encore des réfugiés à l'est du Zaïre et que la mise en place de la force multinationale est essentielle. Malheureusement, cela n'arrivera pas puisque les Canadiens qui commandaient la force multinationale vont prétexter comme leurs alliés américains et rwandais qu'il n'y a plus de raison de déployer cette force multinationale parce que les réfugiés ont regagné le Rwanda. Le film du réalisateur autrichien, je pense qu'il est important, d'ailleurs qu'on peut trouver sur YouTube. Hein. On voit très bien qu'il y avait beaucoup de réfugiés à l'est du Zaïre et beaucoup ont parcouru des kilomètres à pied. Et, hein, il y avait des femmes et des enfants qui ont été systématiquement massacrés. Emma Bonigno, en se rendant dans la région, dira, à son retour en fait de la région, dira « Je reviens de l'enfer ». Elle parlera de l'enfer. J'ai vu, les scènes, les images que j'ai vues sont insoutenables. Ce sont les mots
de la commissaire européenne à l'action humanitaire de l'époque, donc Madame Emma Bonino. Cela illustre à quel point la souffrance des réfugiés était quand même assez grande et qu'on a quand même tout fait pour occulter cela au profit de ceux qui les massacraient. Le plan de Kagame était Kagame est en service commandé, hein, il faut le dire, de ses puissants sponsors américains et britanniques. Et dans leur stratégie, ils n'avaient pas besoin de témoins gênants, donc des gens qui peuvent faire rapport de tout ce qui se passe, tout ce qui se passait dans l'est du Zaïre. Et je tiens à rappeler quand même qu'il y avait des organisations américaines qui ont joué un rôle trouble dans cette région pendant les massacres de réfugiés. On sait aujourd'hui que l'International Rescue Committee, qui est américain et qui d'ailleurs est lié à des services de renseignement américains, faisait rapport au gouvernement rwandais sur les actions des ONG qui tentaient de faire la lumière sur tout ce qui se passait sur le terrain. C'est très important et c'est en même temps troublant. Et on voit dans la lettre que Kagame envoie quand il arrive au pouvoir, hein, 3 semaines après son arrivée au pouvoir, Kagame écrit à l'ancien président du Burundi, M. Bagaza, lui disant que nous avons maintenant conquis le pouvoir, nous avons conquis Kigali, nous devons mettre en place notre plan, mais surtout nous devons nous arranger pour que la communauté internationale ne soit pas là pour nous déranger. Donc cela illustre à quel point tout a été prémédité et qu'on tenait à ce qu'il n'y ait pas des regards indiscrets pour faire rapport sur tout ce qui se passait. Et donc il y a eu un plan d'occultation, il y a eu un blackout hein, dans cette stratégie qui consistait à massacrer les réfugiés, à piller quand même les ressources du pays, puisque les contrats ont commencé à se signer, les contrats miniers, au moment où les premières villes de l'Est du Zaïre tombaient. Mais tout cela devait se faire dans l'opacité la plus totale. Et donc, c'est ce que Kagame et ses sponsors ont quand même réussi à faire. Mais la vérité est quand même sortie, il faut le dire, parce que de tels massacres, de tels carnages ne pouvaient rester quand même... on ne pouvait pas occulter un tel degré une telle férocité dans l'acharnement contre les Hutus, c'était quand même assez troublant et impossible. Dans cette guerre d'invasion contre le Zaïre, quand vous dites que des compagnies comme Bechtel mettent en place ou assistent les troupes à travers leurs satellites, ça vous donne une idée de la tâche ou une idée de la stratégie mise en place pour évincer le président Mobutu et faire main basse sur les richesses du Zaïre. Donc ce n'était pas, et j'insiste, il est important de le savoir, il n'y a pas eu de guerre entre Zaïrois ou entre Congolais. Il y a eu une guerre d'invasion, une guerre d'agression des États-Unis contre le Zaïre à travers leurs marionnettes locales, que sont le Rwanda et l'Ouganda. Tout à fait, le rapport Garreton est arrivé d'ailleurs quelques mois après, puisque les allégations d'abus graves des droits humains à l'est du Zaïre étaient telles qu'à un moment l'ONU s'est senti obligé d'intervenir, même si les Américains n'en voulaient vraiment pas, mais ils l'ont quand même fait. Et le premier rapport déjà faisait allusion à un génocide. Et je tiens à rappeler quand même qu'il y a un rapport à Montréal qui est sorti quelques mois après, parlant d'un génocide proprement dit. Il y a le rapport, le secrétaire à la coopération belge parlait aussi de génocide à l'époque. Déjà à l'époque, il disait que nous avons des informations de la région attestant d'une politique d'extermination qui s'apparente à un génocide contre les Hutus à l'est du Zaïre. Oui, mais c'est ce qu'il y a d'assez troublant dans cette histoire, c'est qu'on a massacré des centaines de milliers, disons des millions de gens, parce qu'on parle de centaines de milliers, mais ça, si on essaie de faire un calcul macabre assez rapide, on se rend compte que c'était des millions de gens massacrés. Le conseiller spécial du président Mobutu de l'époque en matière de sécurité parlait de 2 millions de personnes massacrées. Que les autorités zaïroises à l'époque, qui avaient recensé quand même près de 2 500 000 réfugiés, ils ont parlé de 2 millions de personnes massacrées. Et il faut inclure dans ce nombre le nombre des Zaïrois, des civils zaïrois qui étaient des victimes innocentes d'une guerre qui leur était complètement étrangère. Parce que on sait maintenant, à travers certains rapports d'Amnesty International, que les troupes d'invasion rwandaises massacraient les réfugiés Hutus, mais aussi les Zaïrois qui tentaient de leur venir en aide. Donc au total, les autorités zaïroises ont dénombré près de 2 millions de morts à cette époque-là.
Tout à fait, c'était surtout les représentants de l'USAID, hein, l'agence américaine d'aide en plus, donc ça s'appelait agence d'aide, mais curieusement, dans le cas des réfugiés Hutus, l'USAID avait préconisé quand leur couple les vivre, à défaut de les rapatrier au Rwanda, ou alors certains suggéraient carrément que les vivres soient déposés au Rwanda pour inciter les réfugiés en fait à aller le chercher de l'autre côté de la frontière, aux mains de leurs bourreaux. Et c'est quand même fou. Il y avait Brian Atwood, qui était le directeur de l'UICED à l'époque, qui suggérait cela. Et je tiens à rappeler quand même que c'est lui, en fait, qui avait aussi appelé au bombardement des camps. Le feu vert des bombardements des camps, lui, il avait suggéré qu'on bombarde carrément les camps pour forcer tous les réfugiés à, à regagner le Rwanda. Et c'est pourquoi parce que c'est important de savoir pourquoi est-ce que les Américains et les Rwandais, qui au départ ne voulaient pas des réfugiés, ont commencé à pousser ces réfugiés à regagner le Rwanda. Pourquoi? Simplement parce que avant l'invasion du Zaïre, la présence des réfugiés dans ce pays était importante pour donner prétexte au Rwanda d'intervenir au Zaïre. Mais une fois le processus d'intervention, d'invasion enclenché, on n'avait pas besoin de ces réfugiés-là. Pourquoi? Parce que leur présence allait gêner les troupes d'invasion qui avaient pour objectif de marcher sur Kinshasa et renverser Mobutu. Et donc, on a rapatrié les réfugiés et Kagame en a profité pour massacrer la plupart d'entre eux. Et il a poursuivi ceux qui étaient restés aux Zaïre et il les a massacrés. Et il a dit d'ailleurs, il a regretté plus tard en disant, en 2004, mon plus grand regret est de n'avoir pas tué tous ces gens. Plusieurs rapports des Nations Unies l'ont clairement démontré. Hein. Les experts des Nations Unies en 2001 ont clairement dit que le prétexte sécuritaire brandi par le Rwanda est erroné. La présence du Rwanda d'Est du Congo consiste à déverser, en fait, à créer une zone de non-droit ou une sorte de Tutsi-land à l'Est du Congo et profiter aussi pour piller les ressources de ce pays. Ça, ce sont les experts des Nations Unies qui le disent. Ce prétexte-là est souvent utilisé, a toujours été utilisé par Kigali pour justifier sa présence à l'est du Zaïre pour des buts que nous savons aujourd'hui et qui sont clairement documentés dans les rapports d'ONG internationales et des Nations Unies. Oui, mais tout est parti de là. Kagame s'appuyant sur des propos qu'aurait tenu le gouverneur de Sud Kivu est intervenu au prétexte de sauver les Tutsis, puisque aujourd'hui la sécurité de Tutsis est devenue un fonds de commerce dont se sert le gouvernement de Kigali pour mener des politiques d'invasion contre le Zaïre. C'est très clair. Mais est-ce que le gouverneur de Sud Kivu a tenu ses propos? J'en doute fort parce que là, on n'a pas la preuve, je veux dire, une preuve palpable qui montre qu'effectivement, il avait appelé à l'extermination des Tutsis. C'est faux. Il y avait des tensions, bien entendu, à l'est du pays, puisqu'il est de notoriété publique. Il est connu quand même que certains Tutsis qui étaient basés au Zaïre, et notamment dans la région Est, étaient allés au Rwanda pour être formés. Les Tutsis qui étaient là-bas envoyaient leurs enfants au Rwanda pour être formés pour des actions futures au Zaïre. Nous savons aussi aujourd'hui qu'il y a quand même beaucoup de Tutsis provenant du Zaïre et même aussi du Burundi ou même de l'Ouganda. Ce sont ceux-là qui ont envahi quand même le Rwanda et qui ont aidé le FPR à prendre le pouvoir. Et ce sont les mêmes, certains parmi eux, qui ont servi de fer de lance et de cinquième colonne à l'armée de Kagame pour faire même base sur le Congo. Nous le savons aujourd'hui. Donc cette crise-là était d'une certaine manière justifiée puisqu'il y avait quand même certaines tensions. Mais de là à dire que le gouverneur du Sud Kivu avait appelé au massacre de Tutsis est une absurdité dans la mesure où quand même ça fait des années, des décennies que les Tutsis vivent aux Zaïre. Ils n'ont jamais été menacés. Bien au contraire, ils ont occupé des fonctions importantes dans ce pays. Le directeur de cabinet du président Mobutu, M. Bisengemana, était un Tutsi rwandais. C'était à Yaoundé, hein, en 1996, il y avait une réunion des pays d'Afrique centrale. Donc c'est une réunion de l'OUA
Et les pays d'Afrique centrale avaient signé un accord de non-agression. Et le Rwanda sera le seul pays à ne pas avoir signé ce traité pour la raison que nous savons aujourd'hui. C'est que le Rwanda s'apprêtait à intervenir au Zaïre et donc il n'avait pas intérêt à ratifier ce protocole. D'abord, il n'y a jamais eu de rébellion comme telle. Il y a eu une invasion étrangère et on a utilisé des visages congolais. Je me rappelle des propos du docteur Théogène Rudasingwa, un membre éminent du FPR, qui avait dit, je cite, « Quand nous avons pris la décision d'envers le Zaïre, il fallait congoliser le conflit, c'est-à-dire trouver des visages congolais qu'on allait mettre à l'avant-scène pour montrer le caractère national de la guerre civile qui commençait, pour dire que ce sont des Congolais fatigués par la dictature du président Mobutu qui se rebellaient et qui voulaient chasser le dictateur. Donc, alors qu'en réalité, il s'agissait en fait de Rwanda et de l'Ouganda chapeautés par les États-Unis et la Grande-Bretagne et d'autres puissances, mais qui ont utilisé les garçons de course congolais, les anciens opposants au président Mobutu, pour mener cette stratégie à bout. C'est une guerre par procuration, puisque les acteurs apparents, c'est ce que nous avons vu. Donc le Rwanda, l'Ouganda, qui se sont servis de quelques Congolais, quelques garçons de course congolais. Mon arrière-plan, il y avait des acteurs pléniers qui étaient les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et la Belgique. L'American Mineral Field, la compagnie qui appartient au Mauricien Jean-Raymond Boule. Oui, effectivement, puisque quand les premières villes de l'Est sont tombées, le représentant de l'AMFI, qui s'était rapproché du président Mobutu pour un contrat qui était en fait rejeté par le camp Mobutu, se sont en fait alliés à la rébellion, donc entre guillemets, de l'AFDEL qu'on nous avait présenté, donc la face congolaise de l'invasion, qu'on a présenté comme une rébellion, donc l'AFDEL, ils sont allés, ils ont signé un contrat de 800 millions de dollars pour l'exploitation du cuivre à Kipuchi. Et donc le représentant, donc le propriétaire en fait de cette multinationale canadienne, Jean-Raymond Boule, est très proche de la famille Clinton, hein, qui est d'ailleurs qui a été le maître d'œuvre en fait de la déstabilisation du Zaïre par le Rwanda interposé. Et l'AMF n'était pas seul. Il y a eu des multinationales comme Barrick Gold du Canada, il y a eu Lundin du Canada aussi. Et toutes ces multinationales ont financé l'effort de guerre en échange des lucratifs contrats miniers. Dans le cas de l'AMFI, c'est quand même assez intéressant dans la mesure où Jean-Raymond Boule avait même mis son avion personnel à la disposition de Laurent Désiré Kabila, hein, le pantin du système rwando-américain dans la région. Donc Laurent Désiré Kabila circulait dans les avions de l'AMFI et même des représentants de Kabila se sont rendus ensuite au Canada où ils ont reçu 50 millions de dollars pour poursuivre la guerre. Et parce qu'il y a eu un mythe, hein, il y a eu un mythe comme quoi une armée d'invasion des jeunes Congolais, c'est ce qu'on nous a présenté, pardon, dans les médias, on a dit que des jeunes Congolais avaient pris des armes contre le régime de Mobutu et qu'ils ont défait l'armée de Mobutu. C'est une propagande qui fait sourire dans la mesure où nous savons aujourd'hui que le Rwanda était d'abord en arrière-plan puisqu'on l'a dit, et que le Rwanda venait de sortir d'une guerre civile qui avait quand même complètement ravagé ce pays, tant sur le plan démographique qu'économique. Et la question était de savoir où le Rwanda avait trouvé les moyens pour mener cette guerre-là. Or, une guerre, c'est beaucoup d'argent, et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et donc, on doute bien entendu, évidemment, des capacités rwandaises à mener une guerre contre un pays comme le Zaïre et contre une armée comme celle de Mobutu, même si on dit que c'était une armée assez désorganisée. Il ne faut quand même pas oublier que cette armée est quand même parmi l'armée la mieux formée. Les officiers de cette armée ont été formés dans des académies militaires. Donc l'appui, et aujourd'hui c'est très connu que l'appui provenait des États-Unis, puisque les armes qui ont servi aux Zaïre provenaient de la Somalie. Ce sont des armes qui ont été utilisées par les Américains en Somalie durant l'opération Restore Hope. Donc ces armes ont été transférées en Ouganda, et c'est de l'Ouganda, ces armes sont arrivées au Rwanda. Et ainsi,
ont traversé la frontière pour mener la guerre d'invasion contre le Zaïre. Et je tiens quand même à rappeler aussi qu'il y a des officiers zaïrois qui étaient menacés par l'ambassade américaine à Kinshasa. On leur disait, vous n'avez pas intérêt à vous battre, ceux qui vont résister auront des problèmes après la chute du président Mobutu. Donc il y a eu une synchronisation de stratégie qui a mené en fait à l'éviction de Mobutu du pouvoir. Ce n'est pas une guerre menée directement par une armée rwandaise qu'on nous présente comme étant ultra efficace. Non, c'est pas ça. C'était une guerre américaine contre le Zaïre. La guerre de 96 est une guerre avant tout américaine à travers ses proxys locaux interposés. C'est très clair, raison pour laquelle je parle moi d'une guerre américaine contre le Zaïre, puisque les moyens qui ont été mis en place étaient quand même assez impressionnants. Quand vous prenez l'exemple de Bechtel, Bechtel a mis en place des satellites qui, en fait, d'abord permettaient aux troupes rwandaises de localiser, en fait, des satellites qui localisaient les troupes zaïroises et qui envoyaient des messages aux troupes rwandaises. Et deuxièmement, ça localisait les gisements miniers importants pour des futures exploitations, pour l'exploitation de ces gisements dans les jours, dans les mois à venir. Donc cela prouve que cette guerre à visage rwando-congolais était avant tout une guerre anglo-saxonne, notamment américaine. Si vous prenez l'exemple un autre exemple, ce sont les propos de l'ambassadeur Howard Hope au conseil spécial du maréchal Mobutu en Afrique du Sud durant les négociations de paix. Les Américains représentaient l'AFDL. Mais ils vont dire, le représentant américain dira à l'officiel zaïrois, pourquoi perdez-vous du temps à vous battre, puisque vous n'allez même pas changer d'une minute l'issue de cette guerre. Les mouvements de vos troupes, l'acquisition des armes, tout est scruté à la loupe par les services américains. Nos satellites savent même les armes que portent vos militaires au front. Donc cela vous donne une idée des moyens mis en place en fait dans cette guerre d'invasion contre le Zaïre. Quand vous dites que des compagnies comme Bechtel mettent en place ou assistent les troupes à travers leurs satellites, ça vous donne une idée de la tâche ou une idée de la stratégie mise en place pour évincer le président Mobutu et faire main basse sur les richesses du Zaïre. Donc ce n'était pas, et j'insiste, il est important de le savoir, il n'y a pas eu de guerre entre Zaïrois ou entre Congolais. Il y a eu une guerre d'invasion, une guerre d'agression des États-Unis contre le Zaïre à travers leurs marionnettes locales, que sont le Rwanda et l'Ouganda. Parce qu'il faut quand même comprendre que le Rwanda dispose, en tout cas le FPR dispose d'appuis importants au sein de l'Union européenne. Des gens comme le commissaire Louis Michel qui est très proche du gouvernement rwandais et même des pays comme la Hollande, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant le massacre des réfugiés, quand la France a demandé, a insisté pour qu'on mette en place la force multinationale, la Hollande figurait parmi les pays qui disaient qu'ils ne voyaient pas l'utilité de déployer une telle force. Et en février, quand la France a relancé l'idée, vu que les réfugiés étaient systématiquement massacrés. L'idée était soutenue par le secrétaire général de l'ONU qui venait d'arriver, M. Kofi Annan. Le ministre hollandais de la coopération dira que la France invente des problèmes où les problèmes n'existent pas. Donc on voit aujourd'hui qu'au sein de l'Union européenne, il y a beaucoup de pays qui soutiennent le Rwanda. Et surtout, il y a aussi ce qu'un auteur a qualifié de crédit génocide. Donc il y a des États au sein de l'Europe qui estiment que la communauté dite internationale n'avait pas bougé durant les événements du Rwanda, qu'on doit donner un blanc-seing à Kagame pour continuer de massacrer des gens au prétexte de sécuriser la minorité Tutsi. Pourtant, les dernières découvertes, on sait Effectivement, on sait que tout cela repose sur de mensonges. Et ce sont les rapports des Nations Unies qui le disent très clairement. Comment prétendre qu'il y a un danger des génocidaires à l'est du Zaïre quand le même Kagame utilise les mêmes génocidaires pour piller les ressources de ce même pays. On sait par exemple que plusieurs dirigeants Hutus
qui faisaient partie des FDLR par exemple, ont été recrutés par Kagame et qui travaillent aujourd'hui pour le FPR à l'est du Zaïre. Aujourd'hui, nous savons que la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, a des rapports qui montrent clairement que Kigali recrute, a même créé ses propres, entre guillemets, rebelles Hutus, qu'il a injectés au Zaïre pour trouver un prétexte de s'établir dans ce pays et piller les ressources de ce pays-là. Donc le prétexte sécuritaire du Rwanda ne tient simplement pas. Et si vraiment le Rwanda tenait à sécuriser ses frontières, pourquoi se retrouve-t-il à plus de 1000 km à l'intérieur du Zaïre, du Congo? Cela montre à quel point le Rwanda avait piloté cette histoire-là pour le compte de ses soutiens anglo-saxons. Quand Kabila arrive au pouvoir, le chef d'état-major est rwandais, James Kabarebe, et il prétend être congolais en plus, à l'époque. La deuxième personnalité du pays, Deogracias Bouguera, est un Tutsi rwandais aussi. Le ministre des Affaires étrangères, M. Bizima Karaha, est un Tutsi rwandais aussi. Vous avez le directeur de cabinet de Kabila, qui est un Tutsi rwandais aussi. Et donc, les Tutsis ont occupé des postes stratégiques au pays. Et toutes ces personnes prétendaient qu'elles étaient congolaises. Et quand Kabila va demander aux troupes rwandaises de regagner leur pays, étrangement, ces personnes-là aussi vont disparaître. Ces Congolais de circonstances vont disparaître et vont regagner le Rwanda pour, juste quelques jours après, mener une autre invasion contre le Zaïre au prétexte de sauver les Tutsis qui seraient en danger dans ce pays. Alors qu'ils venaient d'être là, alors qu'ils venaient de massacrer systématiquement des centaines de milliers de réfugiés, sinon des millions, ils vont prétexter encore une fois qu'ils ont réinvesti le Congo pour sécuriser les Tutsis qui étaient là. Donc on voit à quel point cette histoire relève d'une absurdité inqualifiable, c'est une escroquerie intellectuelle en fait. Parce qu'on ne peut pas comprendre aussi l'implication américaine et même israélienne. Bon, c'est un autre sujet. Si on n'a pas un regard braqué aussi sur le Soudan. L'une des raisons qui pousse les États-Unis à soutenir énergiquement Museveni, qui est le parrain du FPR de Kagame, c'est par rapport au cas soudanais, puisque les États-Unis combattent le Soudan depuis très longtemps. Et donc on va utiliser l'Ouganda pour harceler le Soudan. Et vu que le président Mobutu aussi soutenait le Soudan, donc il s'est créé un jeu d'alliance dans la région. Les Français soutenaient le Zaïre, mais aidaient aussi le Soudan. Et en même temps, les États-Unis qui voulaient se défaire du président soudanais ont vu là une opportunité de balayer la région et d'installer ce qu'ils ont appelé les dirigeants de la nouvelle génération. Donc, Museveni, Kagame ou même Zelawi en Éthiopie. Donc il y a eu, les États-Unis, à travers ces dirigeants, ont créé, en fait, ils ont mis en place un précaré américain dans la région. Le Rwanda est le poste avancé de ce précaré américain, puisque je tiens quand même à rappeler qu'il existe un projet de la CIA faisant du Rwanda un centre névralgique d'où les États-Unis peuvent mener des opérations clandestines contre plusieurs pays de la région. Et un responsable du département d'État américain a déclaré en 1998 que Washington considère Paul Kagame comme un excellent stratège militaire autour duquel il a été décidé de bâtir une nouvelle stratégie américaine dans la région des Grands Lacs. Tout à fait. L'Ouganda a reçu 27 fois plus de l'aide par rapport au Rwanda. Et cette aide-là, en fait, servait à alimenter la machine de guerre ougandaise, puisque tout le monde le sait, mais on a fermé des yeux parce que cela s'inscrivait dans une stratégie à moyen et à long terme dans la région des Grands Lacs. Une stratégie américaine parrainée par l'Ouganda qui par la suite va parrainer le FPR du Rwanda dans cette quête-là. Aujourd'hui, on parle de 5 à 6 000 et ce qui est quand même curieux dans cette histoire de FDLR, même des 5 000, c'est qu'on n'est même pas capable de le prouver en fait sur le terrain. Parce qu'il faut quand même dire que celui qui est au pouvoir aujourd'hui au Congo est quand même un allié de Kigali. Et que celui-ci n'a pas travaillé dans le sens des intérêts des FDLR, bien au contraire. C'est plus dans le sens des intérêts rwandais. Donc il y a aujourd'hui une stratégie de la tension permanente installée dans la région, coordonnée par les présidents du Rwanda, de l'Ouganda et du Congo,
pour le triomphe d'une démocratie du marché et des cimetières. Les FDLR, les vrais, parce que Kagame a créé ses propres FDLR, nous le savons aujourd'hui, mais les vrais FDLR qui résistent un peu à la politique hégémonique de Kigali dans la région, ont produit un rapport en 2009, un communiqué en 2009 disant clairement que les autorités congolaises et rwandaises sont de mèche, fonctionnent ensemble, continuent de piller les ressources du pays et surtout mentent à leur population. Ça, c'est dans le cas, en tout cas, des autorités congolaises. Une partie des autorités congolaises qui s'est alliée aux stratégies de Kagame dans la région. On ne prend pas de position ferme en ce qui concerne le Rwanda, mais tout cela est chapeauté par les puissances occidentales qui utilisent ces différents dirigeants comme des pions dans leur stratégie dans la région. La traque des FDLR s'inscrit, je pense, dans la traque générale qu'on observe contre les populations Hutus. Partout dans le monde où ils sont traqués, que ce soit dans les tribunaux ou même dans les forêts du Zaïre, il y a une stratégie d'anéantissement de l'élite Hutu par les Tutsis, mais aussi par leur soutien. On voit aujourd'hui, on constate des procès bidons en ce qui concerne les Hutus. On a vu au tribunal pénal international pour le Rwanda, ils sont les seuls à être condamnés, alors qu'il y a eu une guerre quand même qui a opposé deux camps. Et étrangement, c'est un camp qui est condamné. Et c'est la traque des FDLR, je pense, s'inscrit dans cette stratégie beaucoup plus globale d'anéantissement des Hutus dans leur ensemble, surtout de l'élite Hutu. On l'a vu, hein, dès la fin de la guerre au Rwanda, le FPR disposait des listes qu'il a quand même distribuées à travers le monde des Hutus qu'il fallait traquer. Et ces Hutus, ce sont eux qu'on nous présente comme des génocidaires, et même des gens qui à l'époque étaient encore des enfants sont tout d'un coup devenus des génocidaires. Donc c'est quand même assez ridicule, parce qu'on n'a pas dit de tous les Allemands qu'ils étaient des nazis après la Seconde Guerre mondiale. Mais comment peut-on dire d'un groupe d'Africains que ce sont des nazis tropicaux, ce sont des génocidaires nés, au point qu'on a même créé une expression assez stupide qu'on appelle Hutu modéré, comme si les Hutus sont des génocidaires nés. C'est comme s'ils avaient un gène génocidaire qui fait que ce sont des gens qui sont génocidaires et que parmi eux, il existe des gens qui n'ont pas ce gène-là et qu'on peut qualifier comme ça de Hutu modéré. Je pense que c'est pathétique. Les procès au TPIR ont quand même prouvé, ont montré à quel point la justice internationale est biaisée et que la justice internationale est une extension de la politique internationale. Et sur la sphère internationale, ce sont les États puissants qui décident. Ceux qui ont été accusés d'avoir planifié le génocide ont été acquittés du chef de la planification du génocide et condamnés pour génocide. Donc c'est assez curieux. On condamne des gens pour génocide et on les acquitte pour la planification de génocide. Or, un génocide a tout sens. On parle de génocide quand il y a planification. La différence entre un génocide et un crime contre l'humanité, c'est au niveau de la planification. Or, dans le cas du Rwanda, on n'a pas été capable de prouver, hors de tout doute raisonnable, près de 18 ans après la création du TPIR, qu'il y a eu planification de génocide. Donc, on n'a pas enquêté sur l'élément déclencheur de ce génocide qui est l'attentat contre l'avion du président Birimana. Alors, sur quelle base juge-t-on les gens pour génocide quand l'élément déclencheur, donc qui est l'attentat, n'a même pas été élucidé? Voilà toute la stupidité entourant la démarche engagée par certaines puissances à travers le TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda.